Bienvenue à vous, à ces magazines que vous aimez bien, Interface, qui vous permet quand même de vous faire une idée sur des questions très importantes de l'actualité en République démocratique du Congo, surtout sur des questions aussi techniques que cela soit, mais nous sommes là pour vous permettre, pour vous faciliter, afin que vous puissiez comprendre les contours et les alentours de tout ça pour vous donner ce qu'il y a de bonnes recettes, surtout en matière de la diplomatie aujourd'hui en République démocratique du Congo. Quel état de lieu faire? Est-ce que nous avons une diplomatie agissante ou pas? Pour quels résultats? Pour quel impact? Parce que nombre de Congolais pensent le contraire. Denis Mukwege, qui est aujourd'hui prix Nobel de la paix depuis 2016, les Congolais, pour lui, il fustige cette diplomatie. Pour lui, la diplomatie n'est pas agissante, elle n'est pas efficace, elle n'impacte pas non plus. Alors, est-ce que c'est le cas? Alors nous allons passer un peu du processus de Nairobi tout en revenant sur le Rwanda, considéré comme un pays agresseur. Est-ce que ces discours a tenu? Pourquoi aujourd'hui on n'en parle plus? Où en sommes-nous avec le ministre sommet de Luanda, avec la mise en place de la commission mixte entre la RDC et le pays des Mille Collines? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que nous sommes partis pour de bonnes relations maintenant avec des échanges commerciaux qui redeviennent à la normale après les résolutions de ces ministres sommets de Luanda? Nous allons en parler avec un cadre du parti politique ADP de Christophe Lutundula, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. On va réfléchir tout autour pour comprendre de cet état de lieu, de cette diplomatie agissante. Est-ce qu'elle est réellement agissante? Il s'agit bien de monsieur Philippe Kazadi, qui est le secrétaire national en charge de la communication du parti, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Interface. Bonjour et merci de nous avoir invités. Ça fait Bellirette et c'est pour vous la deuxième fois de participer à cette émission. Oui. Vous croyez que nous avons gardé les caps? Ben, ça va. Je crois que je vais vous féliciter du travail que vous faites. Et si nous venons, c'est justement pour éclairer l'opinion à travers votre télévision, que nous savons être très suivis. Sinon, on ne sera pas ici. Surtout que les Congolais attendent beaucoup, ils veulent comprendre de cette matière qui reste technique, et ça mérite également les personnes qui maîtrisent la situation pour qu'ils viennent les rapporter ce qu'il y a de mieux. Et pour ça, je peux me poser ou me permettre de vous demander, est-ce que la diplomatie congolaise va-t-elle bien ou pas? Oui, elle va très bien. La diplomatie congolaise va très bien, s'est portée très bien. Je ne dirais pas que depuis l'arrivée de son Excellence Christophe Lutundula, mais franchement, depuis qu'on est là, les lignes bougent et un travail de titan est en train d'être réalisé. Un travail de titan est en train d'être réalisé, un travail de fourmi, ça je vous le concède, je ne vais pas porter ces casaques, mais si on peut s'interroger du processus de Nairobi pour les retours à la paix à l'est de la République démocratique du Congo, nous pouvons aussi juger cette diplomatie agissante, qu'elle est efficace. Mais bien sûr, si le processus de Nairobi est aujourd'hui quelque peu stoppé, ce n'est pas un problème de l'inefficacité de la diplomatie, c'est un problème des enjeux de terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est qu'à Nairobi, il a été décidé par les chefs d'État qu'il fallait deux volets pour la résolution de la crise en l'est de la RDC, le volet diplomatique ou politique et le volet militaire. Dans le volet politique, il a été demandé à la République démocratique du Congo d'écouter ou de consulter les groupes armés pour se mettre au parfum de leurs desiderata et voir dans quelle mesure le gouvernement de la RDC pourrait apporter des réponses aux desiderata de ces groupes armés. Mais il y a un groupe armé qui a voulu faire cavalier seul, le M23 pour ne pas les citer. C'est ce groupe armé qui est en réalité la face visible du Rwanda à travers cette guerre. C'est le Rwanda. En fait, la RDC est victime d'une agression rwandaise par le canal du M23. Alors, pendant que le gouvernement était en train d'échanger, d'écouter les groupes armés, eh bien, le Rwanda, disons le groupe armé plutôt, le M23, soutenu par le Rwanda, a pris Bunagana. C'est ce qui a fait que à ce moment-là, il y avait une escalade sous contrôle rebelle. Tout à fait. Ce qui a fait qu'il y avait une escalade de tension entre la RDC et le Rwanda. Et la RDC et le Rwanda, dans le cadre du processus de Nairobi, étaient les acteurs majeurs pour la paix dans la région.
Parce que le processus de Nairobi, c'était pour ça. C'était pas pour la RDC seulement, mais c'est pour l'ensemble de la région. Mais l'épicentre, effectivement, se retrouve quasiment en RDC. Et en RDC, mais dans son interface avec le Rwanda. Alors, comme les deux acteurs majeurs ne sont plus en odeur de sainteté, ils ne se parlent plus, il fallait créer un autre mécanisme pour apaiser d'abord la tension et voir comment amorcer le processus de Nairobi. Et mais ça, je vous ai dit que là, c'est pas un problème de dire que la diplomatie marche mal, mais on continue toujours sur le plan diplomatique. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui au mini-sommet de Luanda. Là où il y a bémol, pour le compte de celui qu'on appelle le réparateur des femmes ou encore le prix Nobel Denis Mukwege, lui il pense le contraire. Il dit que cette diplomatie est faible, simplement parce que nous ne misons pas d'organiser l'armée congolaise en interne. Nous voulons plus compter sur l'aide extérieure, mais tout en demandant aussi à l'EAC de bien vouloir nous secourir, nous porter plutôt secours, tout en venant avec une force sous-régionale qui viendra pour se déployer dans le nord, dans le sud Kivu et aussi et dans l'Ituri. Vous croyez qu'il n'a pas raison de le dire, que ce n'est pas une bonne manière de voir les choses? Bon, personnellement, je ne l'ai pas suivi, mais parce que vous le dites, je le crois. Je crois ce que vous dites, à votre témoignage, de son message, bien sûr. Mais il y a une petite contradiction. On ne peut pas dire que la diplomatie ne marche pas et relever comme preuve le fait qu'on n'ait pas une armée efficace. L'armée n'est pas gérée par la diplomatie. Mais l'armée, c'est un élément qui apporte un appui substantiel à la diplomatie. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire qu'un pays qui a le moyen de sa défense, un pays qui a une armée dissuasive, négocie en position de force. Négocie en position de force et va voir également les effets immédiats de cette diplomatie. Parce que soit que vous négociez avant la guerre, soit que vous négociez après la guerre. Mais dans les situations actuelles de la RDC, nous sommes en train de négocier après la guerre et pendant la guerre. Après la guerre et pendant la guerre. Donc, on ne peut pas croire ou bien dire d'emblée que la diplomatie congolaise ne marche pas. Non, c'est faux. Nous pouvons bien évaluer cette diplomatie tout en nous interrogeant, surtout avec le renouvellement de l'embargo de la RDC par le Conseil de sécurité. Et si réellement notre voix avait été entendue, nous pourrions cette fois-là quand même bénéficier de la levée de l'embargo, ce qui n'était pas le cas en tout cas. Non, mais il y a, je crois que il y a quelque chose qu'il faut préciser. À mon avis, la RDC fait face à un complot international. Et vous allez comprendre par de faits. Vous pouvez vous imaginer qu'un hélicoptère de la MONUSCO abattu par le M23 qui a causé des dégâts matériels et en vie humaine. Mais ici à Kinshasa, on attend la déclaration de la MONUSCO comme quoi la MONUSCO ne sait pas confirmer la présence du Rwanda derrière le M23. Mais la MONUSCO elle-même remonte pour dire que le M23 détient des armes très sophistiquées que même l'armée congolaise n'a pas. Où est-ce que le M23 achète les armes? Pourquoi la communauté internationale ne se pose pas la question de savoir où est-ce que le M23 trouve les armes qui soient plus sophistiquées que les armes que détient la République démocratique du Congo? Voilà. Et vous allez comprendre que ce silence est un silence complice de tous ceux qui tirent profit de l'insécurité qui sévit à l'est de la RDC. Mais notre problème aussi se pose au niveau de la RDC face à cette situation. Excusez-moi. Donc, ouvertement, la RDC est en conflit avec le Rwanda, parce qu'on l'a déjà dit publiquement et officiellement que c'est le Rwanda qui soutient le M23. En fait, le M23, c'est le Rwanda. Alors, comme entre les deux pays, il y a une... c'est-à-dire la front est ouvert clairement et officiellement, la communauté internationale qui devrait jouer le rôle d'arbitre devrait également être neutre. Mais si l'arbitre n'est pas neutre, il est pour un camp. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il tire des dividendes derrière ces camps-là. C'est de là où je compte bien vous poser la question de savoir si l'arbitre, vous sentez que l'arbitre penche de l'autre côté, vous devez être courageux de pouvoir les dénoncer et de tirer les conséquences. Mais ce qui n'est toujours presque pas le cas pour la RDC. Je vous donne le cas du Rwanda.
quand ils ont constaté que l'opération turquoise vers les années 1994 n'a pas été de nature à pouvoir plaire au régime de Paul Kagame, il a fait ce qu'il a fait de la France. Vous le savez, aujourd'hui, la France fait presque des courbettes au Rwanda, mais la RDC ne tire pas de conséquences pour dire à la MONUSCO, eh bien, comme nous constatons qu'il y a complot, vous pouvez plier bagages et puis faire les valises. La comparaison n'est pas raison. 2, le Rwanda avait un problème particulier avec la France, mais ici la RDC a un problème avec la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies. Derrière cette guerre qui se passe en RDC, il y a des multinationales. Il n'y a pas une multinationale apatride. Toutes les multinationales ont des nationalités. Ils ont leurs États. Ils ont leurs États. Et ça signifie que ces États encouragent ces multinationales à continuer à soutenir l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, il faut le dire. Et moi, ce que je voudrais d'ailleurs, de la part du prix Nobel de la paix, comme Mukwege, parce qu'aujourd'hui, sa voix porte, sa voix est audible à travers le monde, bien qu'il dénonce cela, parce qu'il est au courant de tout. Il ne suffit pas de tirer sur la diplomatie, ou ceux qui gèrent actuellement la diplomatie, pour croire avoir la voix de la raison. Il ne s'arrête pas là, il plaide aussi pour un tribunal international pour la RDC. C'est pourquoi vous devrez aussi tolérer qu'il fasse aussi des critiques internes. Non, mais il fait des critiques, on n'a pas intérêt de faire des critiques. Mais quand il critique, il doit aussi accepter que nous réagissions. J'ai réagi justement à ces critiques, et il a fait librement. Il n'est pas inquiété, je crois. Il n'est pas inquiété, en tout cas jusque-là. Maintenant, je vous pose la question sur la thèse du Rwanda, pays agresseur. Parce que pas plus loin, pas plus tard que mercredi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui est votre président du parti, mais ici ce n'est pas le cas parce qu'il assume la fonction de l'État. Nous le considérons en tant que tel. Il a été avec son homologue Vincent du côté du Rwanda, qui lui a aussi été chargé de coopération de son pays. Il a représenté dans le cadre de la commission mixte entre les deux États. Il semble se mettre d'accord pour une relation de confiance et des échanges commerciaux. Nous pouvons dire que la thèse de l'agression, à ces jours, nous tournons les dos. Non, ou bien au contraire, ça s'affirme. Ça s'affirme. Parce qu'il y a eu des escalades de la situation sécuritaire. Il y a eu plutôt escalade de la situation sécuritaire à l'Est par la prise de Bunagana par les M23. Si le Rwanda n'était pas derrière les M23, qu'est-ce qu'il vient faire en Angola? Ça prouve en suffisance que le Rwanda, c'est d'ailleurs là l'efficacité aussi de la diplomatie congolaise. Les M23 n'ont pas accepté cela. Ils ont communiqué, ils ont dit que le Rwanda n'engage pas les M23 et Paul Kagame en retour également a confirmé la même thèse. Les problèmes n'est pas de la communication pour la consommation de l'opinion publique. Les problèmes, c'est de se baser sur des réalités de terrain, des réalités de la diplomatie que tout le monde connaît. Le Rwanda est derrière le M23. Si le Rwanda n'était pas derrière le M23, il ne se serait pas présenté en Angola. Et si le M23 n'était pas soutenu par le Rwanda, il n'allait pas accepter que le Rwanda le représente quasiment en Angola. Vous croyez vraiment que le Rwanda, Rwanda a représenté le M23? Mais bien sûr, ce n'est même pas une question des représentants. Le M23, c'est le Rwanda. Le M23, c'est le Rwanda. Et le vice-premier ministre l'a dit à maintes reprises que le Rwanda ne veut pas d'un Congo en paix. On le dit ouvertement, mais les gens ne veulent pas comprendre. Mais pourquoi une coopération, la reprise d'une coopération maintenant? Non, mais si elles ne veulent pas la paix, c'est qu'allons sur ces schémas-là. Mais c'est justement ça. Mais alors, vous voulez nous lancer sur les schémas de la guerre, c'est ça? Mais s'il le faut pour la sécurité des Congolais, c'est une option. Mais attends, c'est une option pour que cela apporte la paix en RDC, mais c'est aussi une option de passer par les dialogues. Chaque chose ayant une fin, eh bien la fin de ces dialogues existe toujours. Il ne faut pas que les gens qui ne sont pas dans les secrets du pouvoir tentent d'influencer le pouvoir à agir dans le sens de leur volonté. Ça n'a pas de sens. Ceux qui gèrent au quotidien, ceux qui connaissent les tenants et les aboutissants de tous les dossiers, ont pris pour l'instant l'option de la diplomatie. Et vous voyez que progressivement, d'ailleurs, je venais de recevoir... C'est là cacherait quoi? Il faut dire la vérité aux Congolais. Parce que quand vous choisissez ça, ça sous-tend qu'il y a une faiblesse. Permettez-moi, je viens de recevoir un communiqué d'un sénateur américain. Je suis tombé dessus aussi. Bah voilà, mais ça vous ne le dites pas. Vous ne comprenez pas que parce que ces Américains tiennent ces gens de positions, qu'il y a une... Il tient le Rwanda pour responsable de tout ce qui s'est passé. Mais voilà. Et là, vous ne trouvez pas que la diplomatie fonctionne? Pour le Sénat américain. Non, mais là, pour vous, la diplomatie ne fonctionne pas.
Parce qu'apparemment, ici, chez nous, les gens ont comme impression que quand on se rencontre avec le Rwanda, directement, les armes se taisent. Non, c'est un processus. Mais vous ne trouvez pas aussi que ça a duré longtemps? On peut quand même accepter que l'on soit agressé, oui, mais Bunagana, qui est une localité de la RDC, soit occupée plus d'un mois sous d'autres cieux, ça dénote d'une faiblesse. On pouvait agir autrement. C'est une analyse ou un point de vue. Sous d'autres cieux. Oui, c'est ce que ça j'ai dit. Surtout avec des États qui se veulent, qui ont en vocation d'une puissance, par exemple. Vous connaissez sur quoi repose la puissance d'un État? La puissance d'un État repose justement sur son armée, sur sa technologie et sur sa diplomatie. Je peux vous exhorter de lire Jacques Ancel, Le Voix de la puissance. Vous pouvez bien comprendre cela. Et donc, la RDC a pour vocation de jouer pleinement son rôle au cœur de l'Afrique. C'est le déclencheur du développement au sein de l'Afrique. Nous ne pouvons pas être un pays en guerre. Nous devons être un pays de la paix. Nous devons être un pays qui prône la résolution pacifique des conflits. Parce que nous avons fait la guerre aussi dans notre pays. La RDC a fait la guerre, vous le savez. Un agresseur dans votre chambre à coucher. Est-ce que vous savez quelle serait la méthode appropriée pour les sortir? Est-ce que vous savez que la RDC depuis 1900... Vous les suppliez de sortir? S'il vous plaît, depuis 96 ou 95, la RDC est en guerre. On gagne quoi dans cette guerre-là, depuis qu'on l'a fait? Ce sont nos enfants qui sont tués, nos mamans qui sont violées, nos sœurs qui sont violées. On gagne quoi de cette guerre? Pourquoi voulez-vous qu'on continue sur une voie qui n'a pas jusque-là payé? Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on puisse tenter d'autres recettes? Et la recette, pour l'instant, entre nos mains, c'est bien la diplomatie. C'est bien la diplomatie. Et nous croyons que ça marche parce que de plus en plus, la voix s'entend et vous sentez, vous voyez les feedbacks qui viennent de part et d'autre que oui, justement, la voix de la RDC est en train d'être entendue. À Luanda, le document a été signé pour la RDC, Christophe Lutundu, là de l'autre côté, de celui qui était chargé de la coopération, donc le ministre des Affaires étrangères de pays de Mille Collines. Vous croyez vraiment que pour les Congolais, dans leur chair, surtout qu'ils ont beaucoup subi, ils sont d'accord de répartir sur des relations de confiance et avec des échanges commerciaux comme ce fut dans le temps, et où en serait-nous cette fois-là avec les sanctions infligées au Rwanda? Là, vous voulez que ce que l'opinion publique pense soit exécuté par ce que les dirigeants. Et les dirigeants doivent écouter aussi l'opinion. Bien sûr. C'est important. Écouter l'opinion pour balancer la position à prendre. Sinon, on va faire du populisme. Vous croyez qu'on peut résoudre la guerre par le populisme? Non. On résout la guerre par de faits, par ce qui est factuel, par de réalités de terrain. Pas par ce que pense l'opinion publique. Il s'agit d'une question de guerre, une question de sécurité, une question d'agression. La RDC est agressée. Et moi, je voudrais que tous les Congolais qui nous suivent intègrent cela, que la RDC est agressée par le Rwanda. Ce n'est pas une masturbation intellectuelle qu'on fait. Les faits sont là. La RDC, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas la démarche de Christophe Lutundu. La RDC, c'est l'impression que cela donne. La RDC est agressée par le Rwanda. S'il vous plaît. Laissez-moi vous mettre de l'eau dans la bouche. Non, mais laissez-moi finir. Je sais que vous allez finir. Ne vous en faites pas, monsieur Philippe. Vous me coupez les fils d'idées. Je ne vous coupe pas. Écoutez ce que je vous rajoute dans ce que vous dites. Christophe Lutundu là tient ces discours-là. Il tient mordicus que c'est le Rwanda l'agresseur. Mais à Kinshasa aussi, on a semblé assister à une contradiction. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a semblé placer les conditionnels là où Christophe Lutundu, là, lui, est allé droit au but. Ah, mais je ne sais pas de ce que vous parlez, mais les tout derniers briefings que Christophe Lutundu a fait avec Patrick Muyaya, ils émettaient sur la même longueur d'onde, sur cette question. Ça, c'est intervenu après. Mais vous parlez d'avant. Les faits dont je vous évoque tout à l'heure. Oui. Vous parlez de ce qui est actuel, de ce qui est passé. Je vous dis de ce qui s'est passé, parce que c'est important pour les Congolais. Non, c'est important. Ce qui est important pour le Congo, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas des histoires que vous archivez. C'est ce qui se passe. Je vous dis que le dernier briefing que Patrick Muyaya a fait avec l'excellence Christophe Lutundu, ils ont émis les deux sur la même longueur d'onde, disant que le Rwanda était l'agresseur. Le Rwanda était l'agresseur, ça oui. C'est une bonne chose. Mais ce que je voulais dire tantôt, est-ce que vous m'avez coupé la parole, c'était de dire que les pouvoirs
en place. Sinon, le gouvernement fait de son mieux pour pouvoir sécuriser sa population. Et c'est bien. D'ailleurs, c'est une mission régalienne d'un gouvernement. Vous vous moquez des Congolais? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est ça la difficulté. Est-ce que quand quelqu'un veut avancer avec ses idées, vous l'entrecoupez avec des phrases bon, à mon ça, sens, c'est la réalité de ceux qui nous écrivent tous les jours, ils nous laissent les commentaires de ceux qu'ils subissent tous les jours. Vous avez reçu des messages anonymes, des gens que vous ne connaissez pas. Mais vous m'avez devant vous. Je vous donne non seulement mon point de vue, mais également l'analyse des faits sur le terrain. Donc, laissez-moi le temps de parler. Alors, vous voudrez que le gouvernement, je disais plutôt que le gouvernement est en train de faire de son mieux pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais si tout ne dépendait que de la volonté du gouvernement, tout serait réglé. Tout serait réglé. En tout cas, je vous parle la main sur le cœur. Tout serait réglé. Mais il y a des contingences exogènes qui vont au-delà de la volonté du gouvernement. Et ces contingences-là viennent essentiellement, 1, du Rwanda, et 2, de la communauté internationale à travers les multinationales qui tirent profit de l'insécurité à l'Est. Et vous ne pouvez pas tenir le gouvernement pour responsable de l'insécurité qu'il y a à l'Est. Non. Les responsables sont connus. Et je voudrais bien que cela soit inculqué dans la tête de nos compatriotes. Que c'est le Rwanda et la communauté internationale qui tirent profit de l'insécurité à l'Est. Ce sont eux qui entretiennent cette insécurité. Et le gouvernement a un défi à relever. Justement, c'est d'imposer sa volonté. Celle d'installer la paix définitivement à l'Est de la RDC. Et le gouvernement se bat pour ça. C'est pas une partie de plaisir que de prendre un vol chaque jour. C'est pas une partie de plaisir, mon frère. Je vous dis que c'est fatigant même physiquement que de faire un vol de 8 heures d'ici en France, d'ici Belgique, d'ici Espagne, ainsi de suite. C'est fatigant. Même physiquement, vous pouvez... Moi, je ne crois pas que vous imaginez que ces gens-là, ils sont en train de voyager. Ils sont dans la jouissance. Ils sont dans la jouissance. Parce qu'ils voyagent, on est dans la jouissance. Mais c'est de risques. C'est des risques énormes qu'on prend en voyageant. Et ça, vous ne le voyez pas. Philippe Kazadi, le combat est facile quand on connaît bien ses adversaires, dit-on. Oui, nous connaissons aujourd'hui que ce sont des multinationales, la communauté internationale, le Rwanda. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que ce n'est pas à moi d'être d'accord ou ne pas être d'accord. Non, mais laissez-moi vous poser des questions. Parce que vous représentez les téléspectateurs, vous représentez l'opinion, et je voudrais qu'à travers votre oui, que l'opinion sache dire aussi oui. Exactement, vous ne me posez pas de questions. Vous représentez l'opinion pour poser des questions, mais pas pour accepter ce que je dis. Dans votre posture, autant que je garderai la mienne. Et je vous respecte. Vous voulez bien que, comme nous connaissons maintenant, qui sont ceux qui nous agressent, qui nous menacent, et nous pouvons avoir un plan. Quel serait alors le plan que la RDC est en train de peaufiner pour mettre en place? Question de nous doter cette sécurité dont vous avez vanté tout à l'heure. Je ne suis pas le gouvernement. Je ne suis pas le président de la République. Partons de l'analyse des faits. Je ne suis pas le Premier ministre. Je ne suis pas le Premier ministre. Je ne suis pas le ministre des Affaires étrangères. Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, encore moins le ministre de la Défense. Pour déjà échafauder un plan que la RDC... Étant citoyen, vous pouvez proposer aussi quelqu'un qui s'y connaît à la matière. Vous pouvez proposer... Non, moi je ne me connais... Quant au service de pouvoir en décider. Je n'ai aucune expérience, je n'ai aucune matière à donner en ce qui concerne la sécurité. Mais tout ce que je peux dire, c'est sur le plan de la communication. Et quand je parle de la communication, je vois la diplomatie, parce qu'elle s'est faite essentiellement par la communication. C'est que l'option communicationnelle de la RDC aujourd'hui, c'est de démontrer à la face du monde, qui semblait faire sourd d'oreille, que le Rwanda est derrière l'agression que la RDC est en train de subir à travers le M23. C'est un trophée que vous brandissez. Non, c'est pas un trophée, voilà. Vous m'avez posé la question de la stratégie, n'est-ce pas? Allez-y. Et j'ai dit, sur le plan de la communication, je peux imaginer quelque chose. Et je suis en train de vous dire cette chose, vous dites, c'est un trophée. Ça fait un trophée. Alors, c'est de montrer à la face du monde que derrière le M23, il y a le Rwanda. Au mieux, le M23, c'est le Rwanda. C'est une action de communication à travers la diplomatie qui doit être menée. Et aujourd'hui, moi, je suis à l'aise d'en parler
Parce que même vous qui êtes devant moi, vous qui représentez l'opinion des Congolais, les Congolais savent que le M23, c'est le Rwanda. Ça, c'est un pas important. Parce que ça va participer à la mobilisation de l'énergie interne pour faire face à cette agression. Vous croyez que c'est pour rien, je viens de lire tantôt sur l'internet, que c'est pour rien qu'un militaire congolais qui aurait été arrêté, c'est pas moi où, mais qu'on a invité pour réparer un véhicule qui a été pris par les véhicules des FARDC, pris par le M23 à Bunagana. Ce monsieur répare les véhicules et il tente d'essayer les véhicules, il traverse, va là où se trouvent les FARDC. C'est cette motivation, c'est ce patriotisme que nous avons voulu avoir. C'est ce patriotisme que nous voulons d'ailleurs, qui puisse rester pérenne. Mais ça, c'est un aspect. De l'autre côté, c'est au regard de la communauté internationale. C'est que notre action de communication ou notre diplomatie doit faire comprendre à la communauté internationale justement que le Rwanda est derrière ça. Et que c'est d'ailleurs, même pas que le Rwanda est derrière ça, parce que elle-même, la communauté internationale, est tirée des ficelles, mais que ça ne sert à rien de faire la guerre à la RDC pour tirer les ressources stratégiques soient-elles. C'est mieux de négocier avec le gouvernement en place, de parler avec le gouvernement et de prendre dignement, avec honneur, aller dans des coopérations bilatérales ou multilatérales pour voir comment ils peuvent tirer aussi bénéfice de ces ressources naturelles que Dieu nous a dotées. Ces ressources ne peuvent pas être une occasion de chute ou une source de turbulation dans une des parties de notre pays. Ça, c'est ce que porte le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu. Ils veulent bien que ceux qui voudraient bien profiter des richesses de la République démocratique du Congo puissent passer par la grande porte, venir négocier. Mais à ces jours, ces discours ne semblent pas trouver raison dans les chefs de ceux qui devraient normalement le mettre en pratique. Vous trouvez qu'on ne peut pas changer de stratégie pour négocier autrement? Parce que jusque-là, on dirait que ça ne donne pas. Maintenant, nous parlons, nous expliquons, nous discutons, nous dialoguons avec eux, qui que ce soit. Mais l'acceptation, ça dépend d'eux. Mais notre ferme volonté, notre ferme conviction de pouvoir le ramener à la raison finira par triompher. Mais le temps que ça va prendre, je ne peux pas vous dire que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année, ils pourront attendre de voir de la raison. Je ne peux pas les dire. À l'époque, Mosé Laurent Désiré Kabila avait pensé qu'il fallait quand même mettre d'abord un terme sur l'exploitation des minerais, le temps pour nous de faire l'agriculture, parce que trop c'est trop. Est-ce que cette option ne peut-elle pas être aussi envisagée dès ces instants que la RDC décrète la décision de ne plus exploiter ces minerais pour essayer quand même de sécuriser ces populations? Mais ce n'est pas la décision de ne plus exploiter le minerai de la RDC qui va amener la guerre à l'Est. Et si c'est la paix amener à la solution? Mais qu'on applique. Parce que vous employez bien sûr les conditionnels. Si ça peut apporter la paix, qu'on applique. Et s'ils ne veulent pas appliquer? Non, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Alors, voilà. Vous dites s'ils ne veulent pas. Comme si le gouvernement voudrait voir les gens mourir, les gens être violés, les gens être assassinés. Non. C'est pas qu'on ne voudrait pas. On veut bien toute solution. Si vous avez même une petite solution, une petite magie à réaliser pour que la paix s'installe dans la partie est de la RDC, vous proposez au gouvernement, il va les prendre. Mais le problème ici, c'est que les gens sont plus dans l'agitation, plus dans des critiques stériles, et ainsi de suite. Ça sert à rien tout ça. Ce qui est important ici, c'est une question de souveraineté, c'est une question de sécurité nationale et que tout le monde devrait mettre la main dans la pâte. La critique, oui, mais qu'elle soit constructive. Pas une critique qui démobilise, pas une critique qui accuse les autres, comme si ceux-là étaient des mèches avec les envahisseurs. Et maintenant que nous avons déjà les renouvellements d'embargo d'1 année, je crois que la RDC devrait déjà essayer de voir quelles sont les stratégies à peaufiner, comment les lobbying aller dans le grand salon, aller parler de la RDC, faire entendre la voix de la raison pour que nous soyons compris cette fois-là de la nécessité de pouvoir se doter en termes d'armes et non à chaque fois aller chercher l'autorisation d'une des commissions de conseil de sécurité. Alors la question à cette option-là, je crois que le travail devrait déjà commencer. Je ne sais pas si cela a déjà commencé. C'est au service peut-être de nous faciliter la tâche. Alors la question d'embargo est aussi une des preuves que l'insécurité à l'est de la RDC achante même la communauté internationale. Parce que comment voulez-vous qu'un pays qui est agressé ne puisse pas acheter des armes? Mais en réalité, ce n'est pas ça.
C'est-à-dire que l'embargo sur la RDC, c'est pas qu'on dit à la RDC n'est pas acheté les armes. Non. Mais le problème, c'est que on exige à la RDC une transparence qui ferait que lorsque la RDC va acheter les armes, tout le monde saura les armes achetées par la RDC, tout le monde saura contrer ces armes-là, et donc on aura perdu de l'argent pour rien. C'est pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'on demande à la RDC, si vous achetez les armes chez Nono, alors on exige à Nono, qui est le fournisseur, de pouvoir dire les types d'armes, les types de munitions et la quantité qu'il a livré à la RDC. C'est ça la réalité. Alors, à quoi ça me servirait moi de venir acheter chez vous? Parce que c'est une question de sécurité. Mais comment on a laissé alors l'ambassadeur de l'Union européenne d'avoir les kilos, de pouvoir nous dire que la RDC, ce serait un prétexte de pouvoir dire qu'il y a encore embargo? Alors, vous avez encore la preuve. L'option serait celle-là. Vous avez encore la preuve que la RDC fait face à un complot international. Quand vous attendez toutes ces divergences, tous ces discours tenus par les grands responsables de ce monde. C'est-à-dire que la question de la RDC, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et la solution à cette question exige d'abord une prise de conscience en interne, une mobilisation de l'énergie nationale. Qu'on arrête un peu sur la question de la sécurité, de ramener nos divergences politiques. En tout cas, je prie tout le monde d'arrêter de faire ça. Par la mobilisation nationale, alors, vous faites allusion à quoi? Oui, mais par la mobilisation nationale, c'est-à-dire qu'on tienne un seul langage. C'est pas le cas? Non, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand vous me parlez du docteur Mukwege qui dit que la diplomatie congolaise elle est inefficace. Quand j'attends un ancien candidat président de la République dire que si lui était président de la République, Mukwege, vous le citez, l'ancien candidat. Si lui était, vous êtes journaliste et vous pouvez bien me rappeler le nom, que si lui était président de la République, les Rwandais ne se joueraient pas de la RDC. Comme si le jeu que le Rwanda fait à la RDC dépendait du Rwanda. Mais on dirait que je l'aurais entendu de Martin Fayulu. Bien sûr. Ah, vous avez refusé de les citer. Il fallait que je vous facilite la tâche. Martin Fayulu a dit que si la RDC, si lui était président de la RDC, les Rwandais ne se permettraient plus de jouer avec les pays. Probablement, il a la recette. Alors, s'il a la recette, et que s'il aime vraiment le pays, et qu'il aime les Congolais, il n'a qu'à proposer à ceux qui sont au pouvoir pour l'instant. Il n'a pas d'impérium. Comment voulez-vous que Martin Fayulu a dit avoir une solution à la crise de l'insécurité à l'est de notre pays? Il voit les mamans être violées, il voit les filles être violées, il voit les enfants et les papas être tués, mais lui il garde sa solution à lui en attendant les jours où lui deviendra président de la République pour l'appliquer. C'est ça c'est la question dont je parle ici. Qu'il faut une mobilisation interne, il faut une conscience nationale par rapport à cet enjeu. L'enjeu de sécurité n'est pas un enjeu plutôt qui doit nous ramener dans les considérations politiciennes. Dans les considérations politiciennes, Philippe Kazadi, secrétaire national en charge de la communication du parti Alliance des démocrates pour le progrès, de Christophe Lutundula. Nous arrivons peu à peu à la fin de notre entretien de interface de séjour. Et si vous avez un conseil à prodiguer aux autorités qui nous entendent à ces moments pour que cette diplomatie puisse prendre une autre dimension dans la manière de faire pour que la RDC ressorte gagnant dans le grand salon, comme nous voudrons bien changer la manière dont les autres nous voient, que nous devons rester sous les joues de cette emprise qui ne fait que tuer les Congolais à l'est de la République démocratique pour que la paix revienne totalement. Quels seraient ses conseils? Connaissant Christophe Lutundula, connaissant ses méthodes de travail, confiant plutôt de son intelligence et de sa technicité, je lui demanderai de continuer sur la même voie. La voie qu'il a déjà empruntée, elle est la bonne. Parce que, de plus en plus, la voix de la RDC est audible. Et si je ne vous posais pas cette question, le public m'en voudrait suffisamment. Christophe Lutundula ne faisait pas partie de la délégation qui devrait aller voir, qui est allé voir. N'allons plus au conditionnel, on doit maintenant lever les gants, voir Museveni pour le faire comprendre que son influence serait très importante pour la RDC dans la région, afin que la paix revienne et surtout éradiquer le M23. On a choisi Alexis Guizaro. Est-ce que Lutundula aurait dit quelque chose qui fâcherait Yoweri Museveni, ce qui a permis à la RDC de pouvoir sécuriser son fils, ne pas l'exposer? Bon, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que
le président de la République est le tout premier diplomate. La diplomatie, c'est un domaine réservé du président de la République. Il peut faire le choix de qui il veut. Même de vous, s'il vous plaît, même de vous, Nono, pour représenter le pays lorsque le chef le veut, il peut vous envoyer. Donc, moi, je ne peux pas faire un commentaire sur le choix du chef, d'autant plus que je ne connais pas les mobiles qui l'ont poussé à faire cela. Moi, ce qui me dérange, c'est de voir les gens passer sur le plateau de télévision et faire des analyses sur des questions dont ils n'ont pas la maîtrise. Il y a des gens qui... Ils devraient se taire. Il y a des gens, ils devraient absolument se taire sur des questions dont ils n'ont pas la maîtrise. Il y a des gens qu'on appelle ici à Kinshasa des gnosologues. Des gens qui connaissent. Des gens qui ont la réponse à tout. Je vous ai dit ici que des questions de sécurité, je n'en ai aucune expérience. Je n'ai rien à vous dire. Moi, ce que je connais, c'est la communication. Parce que j'ai étudié, je la pratique au quotidien. Je vis de ça, de la communication. Ok? Des questions de sécurité, vous me posez, je ne vous répondrai pas. Je vous dirigerai vers qui vous aurez des réponses appropriées. Alors ici, il y a des gnosologues. Le chef de l'État, le patron de la diplomatie congolaise, prend la décision qu'au regard de telle situation, au regard de telles circonstances, j'envoie tel ministre me représenter telle place. On va en faire un problème. C'est curieux. L'ambassadeur du Rwanda a été reçu ici. Vincent Karega a été convoqué en RD ici à Kinshasa, mais reçu par Madame Bazaïba. Parce que Christophe Lutundula a été en voyage. Il était du côté de Malabo. Voilà. Et justement aussi, lorsque le ministre Gisaro est allé en Ouganda, Christophe Lutundula n'était pas aussi au pays. Hasard du calendrier. Possible. Philippe Kazadi, merci beaucoup surtout de votre pertinence. Je suis sûr et certain que les Congolais ont tiré ce qu'ils devraient tirer. Mais est-il possible de faire la paix avec les bourreaux, chercher la paix avec ceux qui sont censés être les bourreaux de cette situation? Si l'Allemagne aujourd'hui est en paix avec la France, je ne vois pas pourquoi la RDC ne ferait pas la paix avec le Rwanda. On doit faire autant avec le Rwanda et l'Ouganda. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que le Rwanda, parce qu'on a semblé plaider ici que l'Ouganda nous avait trahis, nous avait poignardé dans le dos avec l'occupation de Bunagana. Et comment Museveni a encore cette influence-là? On en a besoin pour résoudre le même problème. Les hommes passent, les institutions restent. Paul Kagame passera, Yoweri Museveni passera, Félix Tshisekedi passera. D'ailleurs, l'insécurité à l'Est, vous savez que Joseph Kabila était président de la République. Il est passé. Il a laissé l'insécurité. Je veux dire quoi par là? Je veux dire, comme les hommes passent, les institutions restent. Le plus important, c'est d'aller dans des chantiers durables. Et ce qui est durable, ce n'est pas la guerre. Ce qui est durable, c'est l'économique, c'est les affaires. C'est ce qui permet le développement de deux peuples. Et le peuple congolais, le peuple rwandais, le peuple ougandais n'ont rien à voir avec la guerre qui se passe à l'Est. Ils n'ont rien à voir dans tout ça. C'est les dirigeants. Ils veulent bien la paix. Il ne faut pas dire les dirigeants comme pour généraliser. Il faut dire Paul Kagame. C'est ce qu'il faut dire. Pas les dirigeants comme si les dirigeants congolais voudraient la guerre. Il faut ajouter Yoweri Museveni. Yoweri Museveni. Nous avons démontré à maintes reprises, je dois rappeler, si ma mémoire est fidèle, que le tout premier voyage effectué par Félix Tshisekedi de la prise de ses fonctions, c'est au Rwanda. Parce qu'il a voulu envoyer un signal fort de sa volonté de fonctionner dans un climat de paix, dans un climat de confiance mutuelle. Mais au finish, il n'a pas trouvé les résultats escomptés. Mais parce que l'ami est belliqueux, le Rwanda est belliqueux. Ben voilà. Sentiment de désolation. Il faudra changer de stratégie face à de tels partenaires. Nous sommes arrivés à la fin. Chaque jour, on change des stratégies. Chaque jour, on réfléchit sur comment entamer, disons, comment convaincre les mondes et que la guerre puisse prendre fin en République démocratique du Congo et que demain, on puisse avoir des soutiens inconditionnels, en tout cas des soutiens sincères pour que la paix s'installe définitivement à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut qu'on le fasse. Et il faudrait aussi que nos compatriotes se disent partout où ils sont que le gouvernement ne gagne rien de l'insécurité qu'il y a à l'est. Bien au contraire.
le gouvernement perd en termes de crédibilité, le gouvernement perd en termes d'argent, le gouvernement perd en termes d'énergie, le gouvernement perd beaucoup. Les députés sont cités pour l'insécurité qu'il y a, avec une justice qui ne se prononce presque à rien, sauf pour traquer les journalistes ça et là. Mais ces députés-là, ils sont en homme libre aujourd'hui. On pouvait quand même nous aider à les extirper de cette embryomie qui ne cesse qu'endeuiller les Congolais. Les journalistes se sont traqués. Vous voulez présenter le régime de Félix Tshisekedi comme un régime dictatorial? C'est ça que vous voulez insinuer? Je n'ai rien dit dans tout. Mais non, mais oui, mais quand vous parlez de l'arrestation des journalistes les journalistes qui sont traqués, mais c'est faux. Ils font des tours à Makala. Donc les derniers en date, Yves Bouya. Il est où Yves Bouya? Il vient de sortir. Heureusement qu'il vient de sortir. Ça signifie que la justice que vous décrivez aussi a fait le travail. En fait, parce que chez nous ici, on croit que la condamnation est une injustice et la libération est une justice. Même la condamnation fait partie de la justice. Donc celui qui est condamné pour une faute commise, cela ne signifie pas que la justice est injuste. Très bien. Cela veut dire tout simplement que la justice a fait son Cela ferait suffisamment du bien aux Congolais si les élus qui se prononcent ou encore qui sont cités comme étant les tireurs de ficelles dans cette insécurité, qu'ils soient jugés et condamnés publiquement, peut-être ça arrangerait les choses. Je suis d'avis avec vous. Merci, mais ce qui n'est toujours pas le cas, ce n'est pas le problème. Nous concluons presque notre interface de ce jour avec un mot plus doux pour le parti. Ce serait lequel? Bon, la redynamisation, la réorganisation de notre parti, parce que les échéances approchent. Moïse Katumbi est déçu. Déçu de quoi? Déçu lieutenant. Moïse Nzangi a créé son parti politique. Christophe Lutundula en avait gardé les siens. Il a envoyé les gens au gouvernement. Aujourd'hui, il a perdu le contrôle. Il garde la télécommande sans pile. Bon, ça me fait rire. Hein? Vous aimez trop des questions de polémique. Mais je sais que l'Alliance des démocrates pour le progrès existait bien avant Ensemble pour la République. Ça, c'est une réalité. Alors, si vous pouvez parler de l'inquiétude de Moïse Katumbi, c'est peut-être par rapport à d'autres personnes, pas par rapport à nous. Parce qu'il sait que l'Alliance des démocrates pour le progrès existe. Philippe Kazadi, secrétaire national en charge de la communication du parti de Christophe Lutundula ADP. Nous sommes arrivés à la fin pour cette fois. On n'y reviendra plus. Merci d'avoir été les nôtres dans cette interface. Nous avons été honorés, surtout aux Congolais qui nous ont suivis. Nous allons être là pour vous apporter ce genre d'analyse, la question de vous faire une idée sur comment l'évolution de la politique en République démocratique va, surtout avec cette diplomatie qui a été fustigée par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Vous avez ici bénéficié des analyses de notre analyste Philippe Kazadi. Sûrement chacun en a fait une idée. Et puis on se retrouvera à la prochaine. Je suis honoré. Merci bien. Au revoir et à vous. Merci de la confiance. Merci à l'équipe technique, Glodin Zita, le directeur technique adjoint, au réalisateur de cette émission, Merveille Vangou, qui a assuré la réalisation. On se retrouve le mercredi prochain pour un tout nouveau numéro. En attendant, restez-nous toujours fidèles. Au revoir.